Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Oswald Omeki, Dieudonné Tévoedré et le Vieux-Bokor ne sont plus libres de leur mouvement depuis la nuit du 23 au 24 septembre 2024. Les avocats qui assurent leur défense ont tenu une conférence de presse dans la soirée de ce mardi pour situer l'opinion sur les conditions dans lesquelles leurs clients ont été interpellés, à suivre dans un instant. Et sur le même dossier, la rédaction de Canal 3 Télévision revient sur les liens qu'entretiennent les personnalités interpellées selon le Collège des avocats avec le chef de l'État. Ils sont réputés bien proches de Patrice Talon à divers degrés. L'un est un ami très proche, l'autre ancien collaborateur et le militaire est patron de la sécurité du chef de l'État. Et puis enfin, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises était en visite à la zone industrielle de Gouloudigbe, occasion pour Modeste Kérékou de découvrir les installations du centre industriel et les différentes unités de production, dont celle dédiée à la confection des vêtements et celle consacrée à la transformation du coton. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Oswald Omeki et le colonel Dieudonné Tévoedré ont été arrêtés au domicile de l'ancien ministre avant d'être conduits dans les locaux de la brigade criminelle lors d'une conférence de presse tenue dans la nuit de ce mardi. Les avocats de l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, et du colonel Dieudonné Tévoedré ont apporté les précisions sur les conditions dans lesquelles les clients ont été interpellés. Voici les précisions avec Maître Ayodele Aounour, membre du collectif des avocats qui assure la défense de Oswald Omeki et du colonel Dieudonné Tévoedré. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, aux environs de 2 heures du matin, les éléments de la brigade criminelle d'Agban-Gandan ont fait irruption au domicile de M. Oswald Omeki, qui s'y trouvait avec M. Dieudonné Tévoedré. Il s'y a de préciser que les deux personnalités sont connues, amies de longue date. Alors, une fois dans la concession, les policiers sous les ordres du commandant de la dite brigade, présents sur les lieux également, se sont directement dirigés vers l'un des véhicules de M. Omeki en stationnement dans son garage. Ils ont procédé à la perquisition du dit véhicule et y ont découvert des numérets qu'ils ont saisis. La police n'a plus effectué quelques autres fouilles après la découverte des numéraires avant de conduire manu militari M. Omeki et M. Tévoedré dans les locaux de la brigade criminelle d'Agban-Gandan. Cette même conférence de presse, le collectif des avocats s'est aussi prononcé sur l'interpellation de Olivier Bokor. L'homme aurait été enlevé alors qu'il se rendait au domicile du président de la République. Les avocats dénoncent les conditions de son interpellation et s'inquiètent pour sa vie. Pour l'heure, ils n'ont aucune idée de là où se trouve Olivier Bokor. Voici les propos de Maître Ayodele Aounour. Selon la famille de M. Olivier Bokor, ce dernier se rendait sur invitation aux environs de 23h47, comme à l'accoutumée, au domicile du président de la République. Alors que M. Olivier Bokor, en compagnie de son épouse, s'avançait, il a été intercepté à hauteur de l'ancien siège de la Sonacop en face de la direction MOUF 6 à Cotonou, lieu dit Zongo et Ouzou, par un véhicule banalisé dont la plaque d'immatriculation n'était pas non plus apparente. Des individus armés mettant M. Olivier Bokor et son épouse en joue. C'est dans ces circonstances que ces assaillants ont amené M. Olivier Bokor vers une destination inconnue. À l'heure où nous tenons le présent point de presse,
n'est possible, ni à sa famille, ni à nous-mêmes, ses avocats, de savoir où et dans quel état se trouve M. Olivier Bokor, sans doute privé d'aliments, mais je vous le dis, et surtout de ses médicaments. Revenons à présent sur les liens qu'entretiennent les personnalités interpellées selon le Collège des avocats avec le président de la République. Ils sont réputés bien proches de Patrice Talon à divers degrés. L'un est un ami très proche, l'autre ancien collaborateur et le militaire est patron de la sécurité du chef de l'État. Les détails dans ce récit que nous propose William Cliquant. Certains l'appellent même le vrai VP, pour caricaturer le lien étroit qui le lie à Patrice Talon. Il est la figure numéro 2 de la galaxie Talon et très influent dans l'arène politique béninoise depuis 2016. Olivier Bokor est un ami très proche du président de la République depuis plusieurs années. Puissant homme d'affaires et bien connu du milieu politique, Obé, comme il est surnommé par endroits, est considéré comme le bras droit du chef de l'État. Plusieurs mouvements de jeunes naissent depuis quelques mois, le présentant comme digne successeur de Talon à la Marina. Ce serait la première brouille des deux hommes à la face du monde en cas de confirmation de son interpellation, telle que révélée par les avocats. C'est justement pour ce fidèle compagnon de Talon que Oswald Omeki a consommé son divorce avec le chef de l'État en démissionnant du gouvernement en octobre 2023. Après avoir passé 7 ans, 5 mois et 27 jours au poste de ministre des Sports, cet artisan de première heure de la candidature de Patrice Talon en 2016 est aussi un des premiers à affirmer publiquement qu'Olivier Bokor est le meilleur dauphin pour 2026. Depuis lors, le torchon brûle entre Omeki et le pouvoir Talon. La dernière personnalité arrêtée est lui aussi pour atteinte à la sûreté de l'État, au même titre que l'ex-patron des sports, est commandant de la garde républicaine. Le colonel Dieudonné Djimonté Voedre, alors lieutenant-colonel, a été nommé à ce poste au tout début du premier quinquennat, le 7 juillet 2016 précisément. Il est également le directeur général d'Adjidja FC Sarl, la société sportive des forces armées béninoises. Et puis dans la foulée, il est annoncé aussi une déclaration du procureur de la Crayette dans l'après-midi de ce mercredi. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises était en visite à la zone industrielle de Glodjigbe, occasion pour Modeste Kérékou de découvrir les installations du centre industriel et les différentes unités de production, dont celle dédiée à la confection des vêtements et celle consacrée à la transformation du coton. Ce passage a été également l'occasion pour le ministre d'accueillir 200 bénéficiaires du dispositif Azoli de l'Agence nationale pour l'emploi. Ces jeunes bénéficiaires sont issus des 4 départements du Nord Bénin. Ils viennent directement intégrer les entreprises de textile de la GDIZ pour un stage d'apprentissage d'une durée de 6 mois. Voici les détails. C'est une première pour Modeste Kérékou dans les murs du complexe industriel de la GDIZ. Lorsqu'il franchit le pas de la porte de l'atelier de couture, il découvre un important dispositif de confection de vêtements de toutes sortes. En compagnie du directeur général de la CIPI, le ministre arpente les couloirs de l'atelier où il s'imprègne du mécanisme de fabrication des vêtements. Modeste Kérékou profite pour échanger avec les jeunes travaillant ici depuis 3 mois pour certains et 6 pour d'autres. De l'atelier de confection, la délégation ministérielle s'est ensuite rendue dans les locaux de BTS. Ici, il procède à l'accueil de ces 200 jeunes bénéficiaires du dispositif Azoli qui rejoignent officiellement pour les 6 prochains mois les entreprises de textile. Cet accueil, à eux réservé ce lundi 23 septembre 2024, vient sceller leur intégration. Les jeunes qui sont venus aujourd'hui et que nous avons le plaisir d'accueillir viennent de toutes les communes des départements de Borgoué, de la Libori, de la Takora et de la Donga. C'est pour ça que je voudrais vous souhaiter encore la chaleureuse bienvenue et vous dire que ce jour, une belle aventure commence pour vous.
Recrutés au cours des salons spéciaux de juillet organisés par l'Agence nationale de promotion de l'emploi via le dispositif Azoli à Parakou et à Natitingou, ces jeunes vont suivre un stage en apprentissage d'au moins 6 mois, ce qui leur ouvre également la voie d'un recrutement direct. Ils sont très enthousiastes à l'idée de faire leur premier pas dans cet environnement. Mes objectifs, c'est de me donner au maximum pour qu'à la fin, je sois au moins parmi les meilleurs. J'ai parcouru un peu certaines zones industrielles de la Côte d'Ivoire. Mais lorsque j'ai mis pied ici, j'ai vu que vraiment un lourd investissement a été fait ici. Et j'aimerais féliciter le président Patrice Talon qui a pensé aux jeunes. Plus de 1600 autres jeunes sélectionnés dans le Septentrion sont attendus et vont intégrer progressivement, vague par vague, les entreprises de la GDIZ, rassure le directeur de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi. Que personne ne se décourage, que ceux qui n'ont pas encore été appelés restent en éveil, téléphone allumé. Des jeunes sans emploi seront ainsi impactés par la création de 50 000 nouveaux d'ici 2025, ce qui va favoriser leur insertion professionnelle dans l'emploi salarié ou indépendant. La phase 2 du programme Redevabilité s'est achevée. Financé par la coopération suisse, le projet vise à améliorer la qualité des services rendus aux populations. Après 4 ans de mise en œuvre, l'heure est à la reddition des comptes pour les parties prenantes. L'exercice s'est déroulé ce lundi à Cotonou. Ingrid Day et Deronkwevi pour les précisions. 4 ans se sont déjà écoulés depuis le lancement de la phase 2 du programme Redevabilité en 2020. 4 bonnes années, marquées par plusieurs actions de ce projet ambitieux, exécuté par GFA Consulting Group grâce au financement de la coopération suisse. Que retenir de ces années de mise en œuvre? C'est à cette question que ces acteurs tentent de répondre. Redevabilité. Ce programme est planifié sur une période de 12 ans, en 3 phases de 4 ans chacune. Sa deuxième phase a démarré en juillet 2020 avec des changements majeurs par rapport à celle précédente et dans son approche partenariale et celle de sa mise en œuvre. Sa démarche est conçue pour favoriser la systématisation de la rencontre entre l'offre et la demande de redevabilité. Ainsi, 4 catégories importantes de parties prenantes ont été identifiées. Les citoyens usagers du service public, les organisations de la société civile, les représentants, les porteurs de responsabilités et les autorités politiques. La mise en œuvre de la phase 2 du programme Redevabilité s'aligne sur les priorités nationales de gouvernance. Il se repose sur plusieurs axes d'intervention qui ont accouché des avancées majeures. Le programme a appuyé les référentiels d'évaluation de la qualité des services publics qui permettent d'apprécier à sa juste valeur les efforts faits par les autorités pour la fourniture de services publics et le gap à combler pour satisfaire les attentes des usagers. De surcroît, le programme a eu recours à des stratégies et à des outils innovants dans sa mise en œuvre, notamment à travers l'approche acteur qui consiste à accompagner les acteurs ayant le mandat et les attributions et à soutenir leur propre planification. Dédiée à l'évaluation finale de la phase 2 du programme Redevabilité, la rencontre tient également lieu du lancement de la phase 3 du projet. Elle va se concentrer sur la consolidation des acquis des phases précédentes. Ses principales orientations ont été présentées à l'assistance. Le bureau exécutif de l'association des dialysés du Bénin était face à la presse dans l'après-midi de ce lundi à Cotonou. Représentant les personnes dialysées du pays, les membres du bureau ont salué la mesure prise par le gouvernement en conseil des ministres mercredi dernier en leur faveur. Il s'agit de l'exonération des droits et taxes de douane sur les kits de dialyse. Au micro de Esther Tofa, Jocelyn Barriga, le président de l'association, a exprimé sa gratitude et celle de ses pairs. Il a saisi l'occasion pour insister sur une doléance. Je vous invite à suivre. Edmond Amoussou. La décision du gouvernement du 18 septembre 2024 dernier a fait du punch dans nos vies. Nous avons vu que c'est une décision qui est salutaire, mais qui a un mais. Ça ne peut pas nous empêcher
de dire merci au gouvernement. Nous le remercions pour tout ce qu'il fait depuis 2016 à ce jour. Et je ne veux plus citer les choses, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les centres de dialyse de Porto-Novo, d'Abomey et de Paracou sont fonctionnels aujourd'hui grâce au gouvernement. Et le CNHU a été renforcé. On a permis à beaucoup d'autres centres privés de commencer par nous prendre en matière de dialyse. Nous remercions le gouvernement. Mais ce que nous voulons, que nous n'avons pas encore eu, et qui est notre ultime doléance, c'est la prise en charge de tous les patients atteints de l'insuffisance rénale chronique au Bénin à 100%, sans distinction de race, ni d'ethnie, ni d'agents permanents de l'État, d'indigents, tout ça là. Nous souhaiterions que ce pas-là, le pas ultime, soit posé pour la survie, pour la joie des patients et pour le rehaussement social prôné par notre cher président. Nous voulons que ce pas soit posé pour notre survie. À l'instant, Edmond Amoussou, président des dialysés du Bénin, dans la suite de cette édition, atelier d'appui aux experts nationaux pour la finalisation du déploiement de l'outil de planification de reporting intégré des agendas 2030 et 2063 en lien avec le plan national de développement PND du Bénin. La rencontre qui a démarré ce lundi à Bénin Royal Hôtel à Cotonou va durer 5 jours, qui devrait donc permettre au Bénin d'avancer de façon significative sur la voie du développement durable inclusif. Les travaux sont lancés par le directeur adjoint de cabinet représentant le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Reportage. Le Bénin s'est engagé depuis 2015 dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, notamment à travers les agendas 2030 et 2063. Et pour ce faire, il est important de renforcer et moderniser le dispositif de suivi-évaluation. C'est à cet effet que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, a développé l'outil de planification et de reporting intégré, IPRT, objet de cet atelier. La formation que vous entamez aujourd'hui vise à vous fournir des techniques et approches nécessaires pour utiliser au mieux de tels outils afin d'assurer une mise en œuvre efficace de la politique nationale de développement du Bénin, une politique du reste substantive et compréhensible. Il s'agit d'une étape cruciale pour améliorer la gestion des projets, la qualité de leur suivi et évaluation et du reporting efficace des performances inhérentes. Cet atelier d'appui aux experts nationaux pour la finalisation du déploiement de l'outil IPRT des agendas 2030 et 2063 en lien avec le plan national de développement PND s'inscrit dans la continuité du partenariat entamé en 2021. Elle témoigne également de la volonté du Bénin de maintenir le cap malgré les difficultés. Au niveau de la Direction générale de la coordination et du suivi des objectifs de développement durable, nous sommes engagés pour les travaux de renseignement de la plateforme des 2023 avec les experts nationaux en y intégrant les données statistiques en lien avec les deux agendas. Mais très tôt, les experts nationaux se sont confrontés à des difficultés en lien avec l'inexistence du compte administrateur au niveau national. Soyez assurés que le système des Nations Unies est plus que jamais engagé aux côtés du Bénin. Nous continuerons à renforcer notre partenariat afin de créer un environnement propice à la mise en œuvre effective des ODD, de l'agenda 2063 et du programme d'action de Doha dans le pays. L'outil IPRT s'avère donc essentiel pour tous les pays africains, dont le Bénin. Au cours de l'atelier, les participants bénéficieront des conseils des experts de la CEA, en l'occurrence la priorisation budgétaire par le cadre du financement intégré des ODD. À présent, il est temps que les cadres nationaux procèdent au déploiement total de cette plateforme en y entrant toutes les données disponibles sur le Bénin. Le présent atelier, qui va durer 5 jours, sera très pratique et nécessite une concentration de tous et d'une part, une bonne appropriation du processus de saisie des données sur l'IPRT, l'alignement, le suivi et évaluation des agendas et l'édition des rapports de progrès
puis d'autre part, la priorisation budgétaire par le cadre de financement intégré des ODD. Le représentant du ministre du Développement compte sur l'assiduité, le dévouement et le professionnalisme des participants pour qu'à l'issue de cet atelier, grâce à eux, le Bénin puisse être désormais compté parmi les pays ayant totalement déployé l'outil IPRT. Cet atelier, lancé lundi, prend fin vendredi prochain. L'ONG Cercle des jeunes pour le développement durable AESI est en croisade contre le mariage précoce et forcé des filles dans le cadre de la mise en œuvre de son projet dénommé Promouvoir une lutte efficace contre le mariage précoce et forcé à Soava par l'implication, la prise de conscience et l'engagement des leaders traditionnels et communautaires. Elle dépose ses valises dans la commune de Soava ce mardi 24 septembre. Elle a lancé un plaidoyer en faveur des filles et des femmes avec l'accompagnement des leaders religieux et traditionnels. Voici le reportage. Conformément à la vision qui sous-tend ces actions, l'ONG Cercle des jeunes pour le développement durable, AESI, plaide pour l'abandon de l'ingérence et des pressions exercées par certains chefs religieux et traditionnels et leaders d'opinion contre la mise en œuvre efficace des lois réprimant le mariage précoce et forcé en milieu lacustre. Le document de plaidoyer a été officiellement lancé ce mardi 24 septembre 2024 dans la commune de Soava, département de l'Atlantique. Je voudrais nous rappeler que le mariage précoce et forcé est une réalité qui touche des centaines de jeunes filles à travers le Bénin, privant ainsi ces enfants de leur droit fondamental à l'éducation, à la santé et à une vie épanouie. En tant que leader, vous avez le pouvoir de changer les mentalités, de promouvoir des valeurs d'égalité et de respect des droits humains. Après la présentation du document de plaidoyer, les chefs religieux et traditionnels de la commune de Soava ont pris la parole pour présenter puis signer une déclaration d'engagement pour lutter désormais aux côtés de l'ONG AESI contre cette pratique anti-développement. Nous, chefs religieux et traditionnels, réaffirmons ainsi notre engagement à éradiquer cette pratique néfaste et à œuvrer pour le bien-être et l'épanouissement des filles et des femmes dans nos localités. Le plaidoyer fait suite à une série d'activités menées par l'ONG Cercle des jeunes pour le développement durable, AESI, dans le cadre du projet Promouvoir une lutte efficace contre le mariage précoce et forcé à Soava par l'implication, la prise de conscience et l'engagement des leaders traditionnels et communautaires. Des actions qui ont permis d'élaborer un document d'une trentaine de pages mis à la disposition des parties prenantes. Je tiens à souligner l'importance de ce plaidoyer qui, au-delà de sensibiliser, vise à créer une véritable dynamique de changement au sein de nos communautés. Le mariage précoce et forcé freine non seulement l'épanouissement des filles et des femmes, mais aussi le développement social et économique de notre commune, voire notre communauté. Pour mieux cerner les enjeux de ce combat, il est prévu des campagnes de sensibilisation, des sessions de formation et des espaces de dialogue. En lieu et place du mariage précoce et forcé, l'ONG indique la voie de l'éducation aux leaders communautaires car, selon elle, c'est la solution, voire la seule qui pourrait assurer l'épanouissement et l'avenir des filles. Fini l'informel pour les conducteurs de taxi-moto et tricycles de la commune de Semepodji. Pour des raisons de sécurité, le conseil communal a décidé de réorganiser le secteur sous la direction du maire Jonas Benameto. Le comité chargé de la mise en œuvre du suivi de la réforme a été mis en place. Les détails dans ce reportage. L'activité de conducteur de taxi-moto désormais organisée et réglementée dans la commune de Semepodji. Cette décision du conseil communal entre dans sa phase active et un comité de gestion est mis en place à cet effet. Le comité de gestion des taxis, motos et tricycles a pour mission d'assurer la bonne organisation des activités
des taxis moto et tricycles dans la commune de Semek-Podi. D'organiser la sensibilisation au profit des conducteurs des taxis moto et tricycles sur le civisme routier. Veiller au paiement régulier des droits taxis par les conducteurs des taxis moto et tricycles. D'organiser les contrôles périodiques de vérification du paiement des droits taxis moto et tricycles sur nos routes. Pour le maire Jonas Benametor, il y avait nécessité d'organiser ce secteur d'activité, notamment pour des questions de sécurité. Depuis des années, nous végétons entre griffes dans l'informel et notre largesse a permis à ceux qui ne sont pas du tout dans la corporation de salir la corporation. N'ayant pas d'identifiant, il est loisible aux malfrats d'utiliser notre habit, d'utiliser notre tenue pour commettre des actes répréhensibles, des actes criminels. Nous nous disons que cette phase va engendrer des contraintes. Mais lorsque vous analysez, vous soupesez les contraintes et l'avantage que l'organisation vous procure, vous devez choisir l'organisation. Vous devez choisir autre chose que de ressembler à tout ce dont on ne pense même pas dans son fort intérieur. Fini l'informel, l'administration communale et le bureau communal des conducteurs de taxi-moto et de tricycles de Semek-Podi se donnent la main pour la réussite de la réforme. Après les populations de Niki et de Djougou, c'est au tour de celles de Kouandé et de sa diaspora de sacrifier à la tradition en célébrant la Gani. Venus donc des 4 coins du monde, les filles et fils de Kouandé se sont mobilisés autour de leur souverain Bagana Kuntu II pour célébrer les traditions ancestrales au-delà du parcours rituel du roi qui a marqué cette fête identitaire. Des bâtonnons, plusieurs autres événements empreintes de solennité ont meublé ce rendez-vous annuel à la Des chevaux majestueusement montés par des princes bâtonnous en pleine démonstration de danse. C'est le concours de danse des chevaux, premier acte de la célébration de la Gani, édition 2024 à Kouandé. Devant un jury de circonstances et sous l'œil admiratif de l'autorité communale, les chevaux en compétition rivalisaient de prestance pour danser au rythme des tam-tams et dans une ambiance euphorique jusqu'au verdict final. Il sonnait exactement 14h05 lorsque les trompettes et tambours sacrés ont retenti pour annoncer la sortie du souverain Sa Majesté Bagana Sessi Tonko II. Perché sur sa monture blanche et accompagné par une vague déferlante de cavaliers royaux, il entame ainsi son traditionnel parcours rituel sur les différents sites constituant les piliers de la riche tradition en terre des Bagana. De la place sacrée Bouro, où il a prié pour toute la nation, le roi et son peuple vont sillonner les différents sites avant de chuter à l'hôtel de ville, symbole de l'administration centrale où l'attendaient les autorités politico-administratives. Une fois le parcours rituel terminé, les prières achevées, le roi se retire dans son palais où viendront lui faire allégeance les princes et dignitaires du royaume ainsi que les personnalités politico-administratives. J'ai demandé que la demande de nos ancêtres leur donne la santé. Parce qu'il n'y a rien à faire, nous avons vu les actes que le gouvernement a posés. Je crois que depuis mon arrière-grand-père, nous avons rêvé d'avoir une route goudronnée, on ne l'a pas eu. Depuis 1960, vous savez qu'il y a eu des successions de gouvernements. C'est dans ce gouvernement qu'on va connaître pour la première fois une route noire que nous appelons le goudron. Alors, celui qui en est l'auteur, j'ai beaucoup prié pour lui. Dans l'après-midi, les festivités se sont poursuivies au stade omnisport de la ville autour de la grande finale de la Gani sur la pelouse
2 équipes locales, Kwandé FC en rouge, qui va battre l'équipe de Orukayo en blanc sur le score de 4-3. Et juste après cette célébration, notre équipe a tendu son micro à quelques personnalités natives de la localité ayant pris part aux festivités. On les écoute. Il faut dire que je suis très honoré. Et d'abord, il faut dire que la Gani, c'est la tradition Bo et Batonou. Mais l'exception de la commune de Kwandé, c'est qu'il y a une mosaïque de peuples. Et cela s'est démontré à travers cette fête de la Gani, édition 2024, donc disons la 235e édition, par la présence de beaucoup d'autres peuples du royaume de Kwandé qui sont venus vraiment soutenir l'événement. Et je pense que vous avez pu parcourir et vous allez constater que même les Angbétors sont venus faire la fête. Vous allez voir, le peuple Otamari est venu faire la fête, le peuple Wama est venu faire la fête, les Peuls sont également ici pour faire la fête. Vous allez également constater les Natema qui sont également dans cette fête. Donc c'est dire que la fête de la Gani à Kwandé cette année, c'est une exception parce que tout le monde s'est senti concerné par la fête et la fête a été très belle. C'est d'abord un sentiment de satisfaction d'une mission bien accomplie par la Cour royale, un sentiment de fierté également de ce que, une fois encore de plus, le peuple Batombo a pu se réunir ici. Tous les fils de Kwandé, vous avez vu, hein, on est là, tout bord, toute tendance politique confondue. Nous sommes là aujourd'hui. La main dans la main, on se parle ensemble. Encore une fois, on a pu se retrouver autour de notre souverain, Bangana, c'est le nom du souverain de Kwandé, pour célébrer ces retrouvailles, donc cette fête traditionnelle qui aujourd'hui est dans le patrimoine de l'UNESCO. C'est-à-dire que la Gani aujourd'hui est une fête qui est inscrite en lettres d'or dans le patrimoine de l'UNESCO. Et cette fierté serait complète si le chef de l'État, le chef de gouvernement, le président Talon, enclenche le palais royal de Kwandé. S'il enclenche la construction du palais royal de Kwandé, cette fierté serait totale si le chef de l'État, le président de la République, complète les 31 km qui séparent Kwandé de Péonko. Vous avez vu, le roi de Péonko est ici. Le roi de Tobré, ils sont tous là. Ils ont dû braver pour être ici. Talon aura un bravo total. Si l'axe Kwandé-Kérou, tout au moins, est entamé. Alors ça me fait joie au cœur de rester à côté de monsieur le maire et des autres conseillers communaux et des autorités politico-administratives natives donc, de Kwandé, aux côtés des populations pour la fête de la Gani. Nous avons fini avec le rituel qui a été conduit par le roi Bagana. Place maintenant à la jeunesse qui le met à travers ses différents parrains. Nous ont réunis ici pour pouvoir régayer les jeunes. Vous voyez, c'est la fête pratiquement qui continue ici au stade. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. Suivez votre bulletin à 16h, à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.